En guise d'introduction, je voudrais vous partager 2 bruits. Le premier vous étonnera, car il est un silence. Il caractérise pour moi les canicules, cette pesante chaleur qui s'abat de plus en plus souvent sur nos sociétés. En été, bien sûr, mais aussi lors de périodes plus surprenantes, au creux de l'automne, voire en hiver, pas très loin de chez nous. Ce silence, c'est aussi celui du ralentissement de l'activité, celui de femmes, d'hommes, d'enfants, qui se terrent chez eux à la recherche d'un peu de fraîcheur, celui de récoltes qui périssent sur pied, celui de la désolation de nos agriculteurs. Le silence, c'est aussi celui laissé par ces personnes qui succomberont à la fournaise, car oui, de longues périodes de chaleur sont en général marquées par un excès de mortalité, particulièrement chez nos aînés. Enfin, ce silence est aussi celui des peuples d'ailleurs, victimes aujourd'hui du réchauffement ou de conflits, migrants demain, fouillant des régions devenues inhabitables. Ces silences nous affectent toutes et tous, et nous ne pouvons nous en abstraire. Le deuxième bruit est celui de la rivière, paisible, bucolique, source de vie. Mais pas toujours. Nous avons, nous aussi, à Gré, été fort impactés par les inondations de juillet 2021, avec jusqu'à 1 mètre d'eau dans le centre de Gré-d'Oisseau. Des centaines de maisons ont été touchées, à des degrés divers. Des commerces se sont retrouvés à l'arrêt, des résidents de Haume et des habitants ont dû être évacués. Notre commune a fait face. Les voisins, les amis, des bénévoles, le personnel communal, les politiques, tous ont contribué à surmonter ce drame. Je viens d'évoquer 2 choses, 2 menaces, sécheresse, inondation. Une nécessité, devenir robuste, tous ensemble. Comment ? Entre autres par la solidarité. Elle constitue pour nous, écologistes, un des piliers de la robustesse. Être solidaire, c'est se tenir. Être ensemble, être unis, c'est se renforcer. L'un et l'autre. Quand je dis l'un et l'autre, on pense spontanément à des personnes. Mais c'est bien plus que ça. Pour nous, écologistes, cela inclut le vivant dans son ensemble. C'est ce dont, chère Céline, vous allez nous entretenir ce soir. Et c'est avec plaisir que je vous cède la parole. Merci. Donc merci d'abord, cher Bernard, cher Dimitri, et vous tous pour votre accueil, en nombre en plus. Ce soir, c'est particulièrement agréable d'être ici. Pour la petite histoire, j'ai habité à Piètre-Baie pendant 7 ans, il y a quelques temps maintenant. Et donc, voilà, j'avais l'habitude d'arpenter cette rue ici à Gré-d'Oisseau quotidiennement. Donc voilà, c'est un chouette souvenir pour moi de revenir vous voir. Alors, effectivement, on ne va pas commencer par des bonnes choses, par des bonnes nouvelles, mais on va essayer, je vous le promets, de terminer par des solutions. Mais aussi, aujourd'hui, effectivement, vous l'avez rappelé, vous avez vécu des inondations importantes, ici à Gré-d'Oisseau, comme ailleurs d'ailleurs en Wallonie. On sait aussi qu'au-delà de ces inondations, un peu partout dans le monde, nous avons aujourd'hui des phénomènes extrêmes, des tempêtes, des sécheresses, des canicules. On va y venir aussi aujourd'hui. Et le propos général que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est que cette nature, on peut soit tenter de l'affronter, tenter de l'exploiter toujours et encore, soit au contraire essayer de faire alliance avec elle pour essayer de trouver des solutions qui se basent aussi sur l'expérience de cette terre, de cette nature. Je dis souvent, la Terre, c'est 4,5 milliards d'années de recherche et développement. Donc il faudrait quand même un petit peu s'en inspirer comme des entreprises. Et on a des belles solutions à trouver basées sur la nature. Alors si vous le voulez bien, je vais commencer par un chiffre, ou plutôt une coordonnée géographique. 50 degrés nord. C'est certes le titre, vous le savez, d'une émission culturelle d'Arte, pour ceux qui connaissent, qui n'existe plus, mais aussi et surtout le parallèle de latitude, situé à 5556 km de l'équateur et 4444 km du pôle Nord, joignant des territoires comme la Champagne-Ardenne, la Rhénanie-Palatinat, invitée d'ailleurs des Fêtes de Wallonie l'année dernière, ou encore une partie de l'Ukraine et de la Russie, une partie du Québec, de l'Ontario au Canada, ou encore de notre belle Wallonie. Les différentes régions que j'ai citées, elles bénéficient toutes de températures relativement douces.
J'ai envie de dire, elle bénéficiait surtout de températures relativement douces, puisque en 2021, alors qu'un dôme de chaleur s'abattait sur nos amis canadiens, le thermomètre montait à 50 degrés. 50 degrés à 50 degrés nord, c'était donc du jamais vu. Dimanche dernier, au Brésil, vous avez peut-être vu passer l'information selon laquelle la température ressentie, on est bien sûr de la température ressentie, mais en plein mois de mars, grimpait à 62 degrés. Je nous invite donc ce soir non pas à plomber l'ambiance, ça c'est fait, mais à surtout envisager la robustesse de notre région et singulièrement du Brabant wallon pour le rendre plus vert et plus résistant. Et je vais commencer, si vous le voulez bien, par une petite citation qui va encore un peu plomber l'ambiance, mais je vous promets, la deuxième partie, ça va être vraiment beaucoup mieux. Canada, États-Unis, Grèce, Tenerife, Inde, Chine, vous avez tous suivi ça et parfois subi, je ne vais pas vous faire la liste des cyclones, incendies, sécheresses, canicules, inondations et autres catastrophes et événements extrêmes qui ont marqué l'été dernier, avec des milliers de morts, d'innombrables déplacés et des milliards de dégâts. L'été qui s'achève a plongé les chercheurs en sciences du climat dans un véritable état de sidération. L'année 2023 est encore plus impressionnante que 2022, tous les records sont à nouveau battus. Le 6 septembre, l'Institut européen Copernicus a annoncé que les mois de juin, juillet et août ont été les plus chauds mesurés de toute l'histoire. Cette accumulation de records montre bien que l'on n'est pas dans une embardée de la variabilité naturelle du climat, mais sur une trajectoire qui nous éloigne inexorablement d'un monde habitable pour tous. Il y a un effet d'emballement. Il devient évident que l'objectif d'un réchauffement limité à 1,5 degré ne sera pas tenu. Pour qu'il le soit, il faudrait dès demain une baisse de la consommation des énergies fossiles sur un rythme de 5% par an. On en est très loin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l'effondrement climatique a commencé et que ceci place l'humanité face à une véritable menace existentielle. Des régions entières de la planète vont devenir inhabitables, il va y avoir des émigrations massives, des luttes pour l'eau et les ressources rares, et potentiellement des centaines de millions de morts. Mais il y a peut-être pire encore. Même si nous pouvions magiquement arrêter ce changement climatique, toute chose égale par ailleurs, notre modèle de civilisation basé sur ce que Bruno Latour a appelé l'apologie de la modernité, continuerait de reposer sur la prédation systématique de toutes les ressources naturelles, l'artificialisation de nos vies et de l'environnement, la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, dont nous avons déjà éradiqué une bonne partie. Et nous irions inexorablement vers l'effondrement de la biosphère dont nous faisons intimement partie. Fin de citation. Alors ces constats, ces mots, vous les avez peut-être reconnus. Ils sont ceux que je me suis permis d'emprunter à Madame la rectrice de l'Université de Liège, Anne-Sophie Nyssen, qui, dans son discours de rentrée académique, a fait preuve, il faut le reconnaître, d'une clairvoyance et d'une justesse à toute épreuve, et ce devant toute la communauté scientifique et notamment certaines autorités politiques de notre région. Je pense que c'est important de noter cette prise de conscience qui est aussi au plus haut niveau de nos universités aujourd'hui. Alors après les inondations qui ont frappé notre territoire en 2021, ici dans le Brabant wallon notamment, moi j'habitais à l'époque à Cours-Saint-Étienne, c'était le cas aussi, on avait les pieds dans l'eau. Je ne peux évidemment m'empêcher, comme vous sans doute et comme les victimes de la Vesdre, à chaque fois qu'il pleut, d'avoir un peu la peur au ventre, de se dire tiens finalement est-ce qu'on va à nouveau vivre ces inondations importantes. On sait qu'elles ne sont pas les seules manifestations des dérèglements climatiques. On a évoqué notamment les épisodes de sécheresse à répétition qui font, à juste titre, trembler aussi nos agriculteurs, nos maraîchers, qui en quelques jours, parfois, peuvent perdre le fruit de plusieurs mois de travail. On parle beaucoup des épisodes de 2021, mais vous le voyez déjà, en 2008, 2010, 2016, on avait déjà eu des épisodes importants ici. On a parlé du climat, vous savez qu'une des thématiques qui me tient fort à cœur, c'est aussi la biodiversité. Et malheureusement, cette crise de la biodiversité, elle vient s'ajouter à la crise climatique, avec des effets importants, notamment sur le plan des zoonoses, ce qu'on appelle les zoonoses, avec des effets sur la santé du vivant, sur la santé de l'homme également.
Et toutes ces crises que nous avons vécues depuis 4 ans, elles ont d'ailleurs en commun l'exploitation excessive de la nature. On a parlé du Covid avec les liens avec ces zoonoses, les dérèglements climatiques, ces épisodes de sécheresse, l'insuffisante souveraineté alimentaire ou énergétique avec la guerre en Ukraine par exemple. Donc cette crise de la biodiversité et cette crise climatique, elles vont de pair et elles sont les deux faces d'une même pièce. J'ai eu l'occasion d'aller à la COP 15, c'est l'équivalent de la COP pour le climat, mais pour la biodiversité, à Montréal en décembre 2022. Alors vous savez qu'on parle beaucoup de la loi de restauration de la nature pour le moment, malheureusement mise à mal par les conservateurs au niveau européen. Mais voilà, nous avons pris des engagements importants lors de cette COP à Montréal pour, un peu comme on l'a fait pour le climat dans l'accord de Paris, fixer un horizon pour pouvoir avancer en ce sens. Je voulais également vous citer un chiffre qui m'a particulièrement donné le tournis. C'est une étude publiée dans la revue Nature fin 2020 qui indiquait que la masse totale des fabrications humaines aujourd'hui venait de dépasser, donc à cette époque-là, en fin 2020, celle de l'ensemble des espèces vivantes de la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le béton, l'asphalte, le gravier, les briques, le métal, le verre, les objets en plastique représentent désormais une masse plus lourde sur la planète que la totalité des animaux, en ce compris des humains. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est complètement flippant de se dire que notre monde en fait a basculé et qu'aujourd'hui il est plus artificiel que biologique en termes de masse. Donc c'est quelque chose de très très interpellant. Donc enjeu climatique, enjeu de biodiversité et enjeu évidemment de ressources naturelles et aussi enjeu de santé, avec, on le sait, des effets importants de notre environnement qui menacent malheureusement surtout les plus précarisés et les plus vulnérables, les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et, je le disais, les personnes précarisées aussi. L'OMS considère que 25% à peu près des maladies que nous subissons aujourd'hui, parmi lesquelles le cancer, sont des maladies qui sont d'origine environnementale. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont donc évitables. Si on améliore notre environnement, on pourra donc idéalement, au minimum, se passer de ces 25% de maladies. C'est quand même pas négligeable du tout, avec l'exposition à des facteurs de pollution de l'environnement tels que la pollution de l'air, les pesticides, les substances chimiques, les bruits et les autres polluants qui viennent donc affecter notre qualité de vie. Bon, alors, avec tout ça, je le disais, il n'y a pas de fatalité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi il n'y a pas de fatalité? Parce que si l'objectif de rester sous la barre des 1,5 degré de réchauffement climatique est de plus en plus difficile, puisqu'on sait qu'on va atteindre cet objectif-là prochainement, dans les toutes prochaines années, on sait aussi que aujourd'hui, chaque dixième de degré compte. On entend parfois ceux qui n'ont pas envie de changer les choses dire en fait c'est foutu, il n'y a plus grand-chose à faire, donc on ne s'inquiète plus de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, on va simplement préparer l'adaptation de nos sociétés. Je vais revenir sur cet enjeu de l'adaptation parce qu'évidemment c'est essentiel, mais rappelons-nous que chaque dixième de degré compte, parce qu'une adaptation à 2 degrés de réchauffement climatique, ça n'a strictement rien à voir avec une adaptation à 3 degrés, voire plus, sachant qu'aujourd'hui on est sur un horizon effectivement, si on se base sur les engagements des États, et ce n'est pas encore sûr qu'ils vont les atteindre, plutôt de l'ordre de 3 degrés. Donc, si je prends une analogie qu'on peut tous et toutes connaître, si vous avez 37,5 de fièvre, ce n'est pas du tout la même chose que si vous avez 40 degrés, évidemment. Donc, c'est un peu la même chose, pour faire très basique, avec la Terre, évidemment. Les conséquences et la vulnérabilité vont augmenter à chaque dixième de degré supplémentaire. Et donc, dans cette course contre la montre, l'heure est tout sauf à la pause. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, notre Premier ministre, qui s'exprimait en fait, et malheureusement il s'exprime de plus en plus comme leader de l'OpenVLD plutôt que comme Premier ministre, il s'était opposé à l'accélération de la transition environnementale et climatique. Et on a, il faut le reconnaître aujourd'hui, un mouvement très conservateur au niveau international et en particulier au niveau européen, qui pousse effectivement à appuyer sur pause par rapport à toute une série de transitions environnementales. Mais aujourd'hui, on sait, et les chiffres que je vous ai donnés en attestent, que malheureusement, on n'a plus le temps de créer cette pause. Cette pause proposée aussi par ces conservateurs, elle est aussi impayable sur le plan strictement budgétaire.
On a analysé sur le plan économique, des économistes ont, en reprenant différentes études, analysé finalement les différences de coûts entre l'action et l'inaction. Et aujourd'hui, on peut estimer que le coût de l'inaction est 5 fois supérieur au coût de l'action. Donc le ratio bénéfice-coût des mesures d'adaptation est de 5, c'est-à-dire que pour 1 euro investi dans ces mesures, on permet d'éviter des dommages économiques de 5 euros. Donc ça montre bien que c'est aussi un autre référentiel à avoir en termes d'investissement public, c'est d'éviter des coûts qu'on peut éviter grâce à ces mesures d'adaptation. Ces mesures d'adaptation, elles peuvent donc réduire significativement les coûts budgétaires futurs et bien sûr l'impact aussi humain et humain, animal de ces difficultés. J'ai été, comme vous je pense, en tout cas ceux qui connaissent déjà, très intéressé par les travaux d'Olivier Amand. J'ai envie de commencer par sa grille de lecture à lui, parce que j'ai l'impression que si on veut réellement pouvoir travailler sur comment sortir de ces multiples crises, la première chose à faire, c'est de chausser des lunettes différentes. Et ces lunettes différentes, ce sont celles qu'il propose, en tout cas qui, moi, me séduisent assez bien, celle de la robustesse. Donc Olivier Amand, qui est-il? Il est directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de la recherche en agriculture et en environnement, et directeur de l'Institut Michel Serres. Il a écrit un ouvrage intitulé « La troisième voie du vivant », il en a écrit d'autres, mais celui-là. Et dans cet ouvrage, il propose donc de tourner le dos à la performance comme idéal de société, comme seul indicateur humain pertinent, pour choisir plutôt la robustesse comme nouvel axe de progrès humain. Alors pour lui, donc, l'enjeu du progrès humain au XXIe siècle, ce n'est plus la robustesse, ce n'est plus la performance, mais c'est la robustesse, et c'est pour lui une forme de nouveau logiciel qui nous permet d'envisager justement toutes ces évolutions très instables de notre monde que nous vivons aujourd'hui, dans un monde aussi avec une pénurie de ressources. Alors ça veut dire quoi la robustesse? Je vais le dire un peu simplement, c'est l'idée de pouvoir être capable de maintenir un système stable malgré des fluctuations. On a aujourd'hui, vous le voyez au quotidien, un monde de plus en plus instable à plein de niveaux, au niveau environnemental mais aussi au niveau géopolitique. Voilà, on ne sait pas malheureusement quelle va être la suite au niveau de la guerre en Europe potentiellement, au niveau climatique, etc. Et donc cette notion de robustesse, ça peut être une forme de réponse très opérationnelle à un monde qui fluctue. Et c'est, il le présente en tout cas comme tel, même la boussole des êtres vivants si on les regarde bien. Alors il explique ça comment? Il explique que les 2 guerres mondiales ont été des moments clés pour comprendre notre époque, puisque pendant ces 2 guerres, on a fait des gains de performance très considérables, puisqu'à l'époque, il y avait un ennemi à abattre. Donc toutes les énergies de la collectivité, de la société, ont été mises dans des gains de performance, évidemment pour l'économie de guerre, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, cette économie de guerre, elle a perduré après la situation justement de la guerre en tant que telle. Et donc, selon lui, et on le voit d'ailleurs dans le secteur agricole, toutes les techniques d'augmentation de la productivité sont aussi issues de l'après-guerre et de la nécessité de reconstruire nos sociétés. La difficulté, comme il l'explique, c'est que finalement, on est en incapacité, d'un point de vue même biologique, de rester dans cette énergie de guerre, dans cette énergie de performance, de surperformance à long terme. Et il prend une analogie biologique, puisque c'est sa formation, et il compare cela à la fièvre des mammifères. La fièvre, ça sert à quoi? Ça sert justement à avoir un moment où toute l'énergie du corps est mise en place pour tuer un pathogène, avec des niveaux de performance extrêmement intéressants, puisque en période de fièvre, notre corps produit des enzymes qui sont 1 million de fois plus actives à 40 degrés qu'à 37. Mais la différence, évidemment, c'est que nous, en fait, vous êtes bien d'accord, vous êtes incapables, vous et moi, de rester à 42 fièvres tout le temps. Mais en fait, notre société, c'est ce qu'elle fait. Au lieu de redescendre à 37, qui serait le niveau robuste, notre société reste à 42 fièvres. Donc on est dans des sociétés, finalement, qui sont tout le temps sous ce régime de fièvre. Alors comment est-ce qu'il le matérialise? Avec quelques exemples assez parlants, en lien avec le modèle du taylorisme,
les chaînes de montage, le lead management, le porte-conteneur. On est toujours dans une économie de guerre. Alors, vous connaissez sans doute cette photo. C'est ce porte-conteneur qui a été coincé pendant de nombreuses semaines, il me semble, dans le canal de Suez, qui transportait des milliers de tonnes de matériaux. Et en fait, ce goulot d'étranglement, qui était censé être un extrêmement grand modèle de performance, puisqu'on avait un porte-conteneur capable de transporter vraiment des quantités jamais égalées jusque-là, d'une certaine manière, c'était le géant au pied d'argile, puisque en l'espace de quelques heures, ce porte-conteneur a été bloqué et tout, finalement, en aval, toute la distribution de ces matériaux a été bloquée en aval parce qu'on avait tout misé finalement sur ce modèle ultra performant et ce dispositif de transport logistique. Et donc, selon lui, les êtres vivants, à l'inverse, ils construisent cette robustesse en allant contre la performance. Je vous invite soit à lire son bouquin, soit à aller l'écouter, et si vous n'avez le temps de faire ni l'un ni l'autre, d'écouter l'épisode du Tournant de l'émission d'Arnaud Reussen sur la RTBF, qu'il a interrogé il y a quelque temps, c'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs, pour avoir une petite introduction à ce concept-là. Donc, selon Olivier Amand, la robustesse, c'est 3 grandes caractéristiques. C'est aller contre la performance. Et puis, ces 2 autres éléments que je n'aurai pas le temps de développer ce soir, c'est également la circularité et la solidarité. Vous avez parlé de la solidarité tout à l'heure, et on l'a vu dans les inondations notamment, à quel point cette solidarité, elle a été importante pour régler en fait toute une série de difficultés concrètes que nous n'étions pas en capacité en tant que société organisée de gérer. Alors, concrètement, ça veut dire quoi mettre en place cette robustesse à l'échelle de notre région? C'est cette deuxième partie surtout que je voulais vous présenter aussi aujourd'hui. Est-ce que sur ce concept de robustesse, c'est plus ou moins clair? Ça va? Super. Alors, j'ai trouvé que ce concept était vraiment extrêmement intéressant parce qu'il nous permet d'appréhender toute une série de difficultés qu'on a aujourd'hui, et notamment dans le secteur agricole, qui est poussé à la surproductivité et à atteindre des niveaux de performance extrêmement importants. Mais évidemment, la difficulté de ce modèle de performance, c'est que les conséquences et les externalités sociales, environnementales de ce modèle-là, elles sont très très importantes et elles viennent épuiser nos sols, épuiser nos agriculteurs, épuiser notre environnement et créer toute une série de pollutions. Et donc, si on veut travailler sur ce modèle de robustesse, quelles seraient les actions concrètes qu'on peut mettre en place et qu'on a mises en place ici durant cette législature pour travailler justement sur ces différents éléments. Et j'avais envie de commencer par le commencement, c'est-à-dire les sols. Je ne sais pas vous, mais en fait, on n'en parle jamais, les sols, sauf les agriculteurs, et j'en vois quelques-uns dans la salle. Mais les sols, c'est finalement une ressource naturelle qui n'est pas indéfiniment renouvelable. Nous perdons chaque année du sol. Or, le temps nécessaire pour reconstituer des sols, c'est extrêmement long. Donc c'est une ressource d'ailleurs qui n'est pas considérée comme une ressource renouvelable, alors qu'elle est naturelle, eu égard au temps nécessaire pour la reconstituer. Or, on sait que nos sols sont en perte de vitesse en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité organique de nos sols. Donc, une première action extrêmement importante, c'est de pouvoir renforcer le statut organique, la qualité organique de nos sols, et pouvoir évidemment éviter aussi la pollution de nos sols. Et donc, on a développé toute une série d'actions pour travailler sur ces éléments-là. Notamment, vous avez peut-être vu passer un projet de réhabilitation des décharges, des anciennes décharges les plus problématiques. Il y en a une que vous connaissez sans doute bien, celle de Bassoivre, qui n'est pas très loin d'ici. Ça faisait plus de 15 ans que la région n'avait plus dégagé de moyens pour soigner finalement la réhabilitation de ces décharges. Nous avons dégagé des moyens importants pour le faire. À des échelles de citoyens, une des actions qui peut être mise en place aussi, je vous invite à l'utiliser, c'est un outil qu'on a développé qui s'appelle Sanisol. C'est un outil de mesure de la qualité de vos sols. Et donc vous pouvez mesurer la présence de polluants dans ces sols pour voir si vous êtes face à un sol qui peut être utilisé pour un potager par exemple. Voilà un outil que je vous invite à utiliser.
Donc les sols, c'est vraiment un élément extrêmement important aussi pour l'agriculture, l'alimentation. J'y reviens dans un instant, mais avec la nécessité de pouvoir mieux préserver, donc, comme je le disais. Alors, une fois qu'on a des sols, la question aussi c'est qu'est-ce qu'on y fait pousser. Vous savez qu'un des projets qu'on a beaucoup mené durant cette législature, c'est la plantation d'arbres et de haies. Certains ont ri d'ailleurs en début de législature parce que c'était un peu le symbole de l'accord du gouvernement, c'est un peu le chiffre phare, les 4000 km de haies qu'on voulait planter. Et donc je me souviens que c'était ma première interview à la radio, j'étais à peine débarquée, là, je ne savais pas encore comment je m'appelais parce que je n'avais pas beaucoup dormi les jours d'avant. Et on m'interrogeait sur cette mesure phare du gouvernement et tout le monde raillait un peu l'objectif en disant en quoi c'est vraiment important de planter des arbres et de planter des haies, surtout les haies, franchement, tout le monde s'en fiche. Et en fait, aujourd'hui, je suis vraiment ravie parce qu'on a réussi à faire un travail culturel aussi sur l'importance de ces haies, l'importance de ces arbres, qui jouent des rôles essentiels pour réduire l'érosion des sols dont je parlais tout à l'heure, puisqu'elles vont retenir les sols et notamment éviter des coulées boueuses lors des inondations, mais aussi un rôle d'enrichissement évidemment de la fertilité des sols, d'amélioration de la biodiversité. Je dis parfois que ce sont des autoroutes de biodiversité, c'est un peu le gîte et le couvert aussi pour les petits animaux, la petite faune. Et puis c'est aussi parfois un élément qui va permettre de rafraîchir l'atmosphère pour le bétail par exemple ou les animaux en période de canicule importante, donc multi-avantages à ces arbres et ces haies. Et nous avons tenu le pari, puisque aujourd'hui on a planté, ou bientôt planté, parce qu'on a un compteur qui compte à la fois les plantations réelles et puis celles qui vont être faites dans les tout prochains mois, toutes prochaines années par des autorités publiques, des organisations, etc., qui sont engagées fortement là-dessus. Aujourd'hui, on est à 4200 km de haies au compteur et 1 500 000 arbres. Merci. Et donc c'est évidemment une très grande fierté d'avoir mené ce projet, pas toute seule, je vous rassure, je n'ai pas planté les 4000 km toute seule. Il y a des gens qui croient ça, il y a des gens qui me disent oui, mais vous ne les avez pas plantés. Ben non, je n'ai pas planté 4000 km toute seule. Mais quelques-unes quand même, avec des bottes. Mais donc on a fait le doublé, puisque c'était et où les arbres, et on a fait le doublé, donc c'est vraiment un très très beau projet, et un projet très mobilisant aussi pour l'ensemble de la population. Mais on a voulu pas uniquement planter ces haies et ces arbres dans les milieux ouverts, mais aussi travailler à des échelles d'espace public. Parce qu'on sait que donner accès à la nature pour tout le monde, proposer aussi des végétalisations des centres-villes ou des centres villageois, c'est extrêmement important pour rafraîchir l'atmosphère, diminuer aussi le ressenti de chaleur en période de canicule, avec des effets extrêmement intéressants. J'ai plus le chiffre en tête, mais on dit souvent qu'un arbre c'est X climatiseur, je ne sais plus combien, peut-être 5. J'avais ça en tête, mais je n'étais pas sûre. Donc merci le souffleur de la salle. Et donc on a développé 3 appels à projets et ce qu'on appelle un droit de tirage pour les communes, donc c'est-à-dire une possibilité d'accéder sans dépôt d'un projet à un financement, pour travailler vraiment sur la végétalisation de nos espaces de vie. Et au final, on a donc créé 17 nouveaux parcs urbains à l'échelle de la Wallonie et toute une série, plusieurs dizaines de projets de ce qu'on appelle la trame verte et bleue, pour vraiment travailler sur le maillage écologique, à la fois les végétaux, mais aussi les rivières, et donner plus d'espace aussi à la nature en ce sens. Donc beaucoup d'avantages à ces projets, et là on est vraiment dans un projet, je trouve, qui montre bien ces solutions basées sur la nature, où finalement la nature elle-même nous propose des solutions qui vont permettre de réduire les impacts du réchauffement climatique. Mais végétaliser, c'est aussi renforcer la biodiversité, un enjeu extrêmement important, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et donc dans les gros projets aussi qu'on a pu mener qui renforcent cela, vous avez sans doute entendu parler de la création des 2 parcs nationaux, par exemple. Alors ce n'est pas ici en Brabant Wallon, il y a un projet potentiel de parc national d'ailleurs en Brabant Wallon avec
les amis flamands des forêts du Brabant. On a signé d'ailleurs un accord pour travailler ensemble en ce sens, mais malheureusement leur projet n'était pas tout à fait mûr au moment de notre appel. Mais donc 2 nouveaux parcs nationaux en vallée de la Semois et en Entre-Sambre et Meuse. Et ces parcs nationaux, c'est vraiment une façon aussi de présenter la nature non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité de prospérité de tout un territoire, avec un mélange entre du tourisme doux et de l'amélioration de la protection de la nature, donc encore un beau projet phare. Et puis, toujours sur ce volet nature, comme ça je termine ce paquet-là, vous savez que voilà, on crée des haies, on crée des alignements d'arbres pour travailler sur ce qu'on appelle la connectivité écologique, mais on connecte aussi entre eux à la fois la végétalisation dans les zones urbaines, comme je l'ai expliqué, mais aussi les réserves naturelles. Et ces réserves naturelles, c'est vraiment des sanctuaires de biodiversité, des réserves. J'aurais pas dû dire sanctuaire, parce que sanctuaire, j'ai l'impression que c'est mort. C'est tout l'inverse, c'est très très vivant. Et donc, on a, durant cette législature, donc, créé 5000 hectares de nouvelles réserves naturelles. C'est 3 fois plus que sur les 10 dernières années, donc vous voyez un peu un point de comparaison. Il faut évidemment aller beaucoup plus loin parce qu'on est très en retard en Wallonie sur cet enjeu de réserve naturelle, mais on a pu compter sur des associations environnementales très actives dans notre région pour aider la Wallonie aussi à aller dans ce sens-là. Donc des beaux projets très très collectifs. Donc, je le disais, les sols, la végétalisation avec les projets de plantation, de réserves naturelles, de parcs nationaux, et puis un travail aussi sur le milieu de la forêt. Pourquoi ? Parce que la forêt, en fait, montre aussi des signes de dépérissement aujourd'hui. On parle des phénomènes extrêmes, très voyants et très inquiétants parfois, de canicules, de sécheresse, etc. Mais il faut aussi savoir que le changement climatique, c'est aussi un changement au long cours, quelque chose qui est peut-être moins visible, et notamment une forme d'assèchement de nos arbres qui malheureusement montrent des signes de dépérissement. On considère aujourd'hui que 60% à peu près de nos forêts montrent des signes de dépérissement, c'est le cas en particulier du hêtre, par exemple, mais aussi du Douglas, du chêne en partie, etc. Et donc, on a travaillé là-dessus avec plusieurs outils. Un outil qui est accessible à tout un chacun, si ça vous intéresse, qui s'appelle le fichier écologique des essences. Je vous invite à aller le consulter. C'est un outil inventé par des Wallons, donc il faut être fier. On a exporté la technologie, si je peux dire, et la connaissance d'ailleurs au Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Et c'est un outil qui permet en fait de savoir, en fonction de votre sol et du type de géologie dans lequel vous êtes, de votre région géologique et biologique, quelles sont les essences à la fois les plus adaptées en station, comme on dit dans le jargon, et en même temps adapté aussi au changement climatique. Donc on peut conseiller des essences plus adaptées. Et sur base de ce fichier écologique des essences, on a soutenu les propriétaires forestiers, publics et privés, avec un programme qui s'appelle Forêt résiliente, pour planter finalement des essences plus adaptées au changement climatique, mais aussi plus riches en biodiversité, avec des soutiens financiers de plus en plus élevé à mesure que l'ambition environnementale était importante. Ça a eu pas mal de succès. On est au 4e appel cette année, donc un appel à peu près par année. Et ça permet vraiment un changement culturel aussi tout à fait intéressant au niveau du secteur forestier pour avancer en ce sens. Et puis la forêt, c'est aussi, je vais dire, au-delà des arbres qui ont poussé, c'est aussi l'aval, toute la filière bois. Donc je disais, on a travaillé aussi sur la transformation du bois, parce que vous avez peut-être entendu que nos grumes, donc les troncs qui sont coupés, ben souvent ils sont exportés en Chine notamment, parce qu'aujourd'hui, tous les outils de transformation du bois sont focalisés quasiment majoritairement sur les résineux, et plus beaucoup sur les feuillus. Et donc on perd en fait toute la matière première de nos feuillus wallons, qui part notamment jusqu'en Chine, pour qu'après ils fassent des meubles qu'on va racheter chez Ikea ou ailleurs pour nous meubler, ce qui est quand même un peu dommage. Et donc on a voulu aider à relancer une filière de transformation chez nous, orientée sur les feuillus, pour aussi développer une plus-value économique autour de ça. Donc, j'ai parlé des sols, j'ai parlé des végétaux, j'ai parlé de la forêt, je vais parler de l'eau. Ici, on sait ce que c'est l'eau, puisqu'on a
quelques rivières et je sais quelques projets un peu difficiles sur la question. Je ne me positionne pas sur le dossier parce que c'est un dossier mené par la province, mais je voudrais peut-être dire un mot sur la philosophie de la robustesse adaptée finalement à l'eau. Ce serait quoi? C'est l'idée qu'on doit finalement offrir plus de place à l'eau pour lui permettre, là où c'est nécessaire, de sortir de son lit. Évidemment, pas dans les zones urbanisées, mais en amont de celles-ci, pour éviter des inondations en aval. L'idée, c'est donc de renaturaliser d'une certaine manière ces rivières qui sont, vous le savez tous, souvent très canalisées, très droites, très rectilignes. On a arrêté les méandres de nos rivières et en faisant ça, en fait, on a accéléré le débit et donc on a créé potentiellement plus de risques d'inondation et on l'a vécu très très fortement. Et donc offrir plus de place à l'eau, c'est à la fois lui permettre de mieux percoler dans le sol en rendant les sols plus perméables, luttant contre l'artificialisation des sols, gros enjeu d'aménagement du territoire. C'est aussi créer des zones d'immersion temporaire ou des zones d'expansion de crues. C'est augmenter les zones humides, notamment les mares, les zones humides naturelles également. C'est aussi recréer des méandres dans les cours d'eau, ou encore, je parlais de trames vertes et bleues et de végétalisation du territoire, ça participe aussi à tout cela. Et donc, on a essayé d'initier cette démarche à l'échelle de la Wallonie, avec un focus aussi important, vous vous en doutez, sur la vallée de la Vesdre, du côté de la province de Liège, qui a été très très fortement touchée par les inondations. Et l'idée, c'est de faire de la vallée de la Vesdre un laboratoire de résilience territoriale à l'échelle européenne, puisqu'on a mis en place une méthode de modélisation hydraulique et hydrologique du cours d'eau. Ça veut dire quoi en langage plus ou moins compréhensible? Ça veut dire que les scientifiques, ils ont, sur le terrain, pas uniquement derrière un ordinateur, mais pris des mesures précises sur tout le bassin versant de la Vesdre et sur tout le cours d'eau, pour regarder concrètement comment la rivière s'était comportée en période de crue pendant les inondations. Et de façon très précise, de pouvoir regarder, tiens, si on crée à cet endroit-ci une zone d'immersion temporaire, à cet endroit-là un méandre, à cet endroit-là on enlève un seuil qui faisait tout d'un coup baisser le niveau, etc. Comment le cours d'eau va-t-il réagir? Et si on a des nouvelles crues, comment ça va se passer? Cette modélisation, cette méthode, elle est en train de se finaliser sur la vallée de la Vesdre. Elle va nous permettre d'avancer. On a déjà lancé toute une série de chantiers, bien sûr, mais de poursuivre ces chantiers de résilience au niveau de l'eau. Mais on va l'appliquer aussi à la vallée de la Dyle, donc ici en Brabant wallon, et les travaux de modélisation commencent cette année, pour pouvoir réaliser des aménagements les plus pertinents pour cette reconstruction, je vais dire, plus résiliente de nos cours d'eau et de nos berges. Voilà pour l'eau. Et puis quand on parle d'adaptation au changement climatique, on parle aussi de l'eau potable, bien sûr, et des sécheresses, puisque on est amené à avoir des étés qui seront plus secs, et donc avec des risques potentiels de sécheresse. Il faut savoir qu'en Wallonie, globalement, on a des quantités suffisantes d'eau à l'échelle de toute la région et à l'échelle d'une année. Cet hiver a été particulièrement pluvieux. C'est pas très chouette pour le moral, mais c'est très bon pour nos nappes phréatiques. Donc c'est ça qu'il faut se dire quand vous n'avez pas le moral, c'est allez, c'est bon pour les nappes phréatiques. Moi je me dis ça parfois. Mais la difficulté qu'on a, c'est qu'on a un territoire qui est inégal par rapport à cela, puisque on a des caractéristiques géologiques différentes. Donc selon les sols de notre région, on a des sols où l'eau va percoler beaucoup plus vite que d'autres où l'eau ne va pas bien percoler dans les nappes phréatiques. Et puis on a des régions aussi qui ont subi des augmentations de population rapides ou des augmentations touristiques qui font que la demande en eau, elle a augmenté de façon importante. Et donc on a travaillé à une stratégie sécheresse qui a été publiée par le gouvernement le 15 juillet 2021. Autant vous dire que personne n'en a parlé puisqu'à ce moment-là on avait tous les pieds dans l'eau. Mais cette stratégie sécheresse, elle vise justement à finalement travailler à la fois à mieux faire percoler l'eau dans les sols, notamment avec les projets de végétalisation, à garder aussi cette eau plus longtemps avec des mesures agricoles de couvert végétal, d'essence adaptées aussi à la sécheresse, mais aussi à, je vais dire, mieux gérer la demande en eau. Donc, par exemple, en travaillant à prioriser les usages de l'eau en cas de crise. Vous savez qu'on fait ça pour l'électricité. On sait qu'il y a des plans de délestage. Si jamais, à un moment donné, l'électricité vient à manquer,
est-ce qu'on doit d'abord privilégier tel usage ou tel usage? On a fait le même travail. Le décret n'est pas encore tout à fait finalisé. Enfin, il est passé aux premières lectures au gouvernement, mais il n'est pas encore tout à fait au Parlement. Mais on a fait ce travail-là pour l'eau, pour que si jamais à un moment donné, on a vraiment des risques de pénurie, on n'est pas en cas de crise à se poser cette question-là, parce que c'est toujours le pire, ça, c'est de se poser ce genre de questions au moment où ça ne va plus. Donc ça, c'est le deuxième axe de la stratégie. Et le troisième axe, c'est de mieux répartir la ressource en eau, avec des travaux d'infrastructures très importants qui s'appellent les autoroutes de l'eau, qui permettent de connecter aussi les réseaux d'adduction d'eau entre eux et de venir nourrir les zones qui sont plus déficitaires en ressources en eau. Par exemple à Rochefort, où on a régulièrement des problèmes de pénurie. On vient d'inaugurer une section, par exemple à Beaurain, qui jusqu'ici était fournie en camions-citernes. Donc c'est aussi chaque semaine des camions-citernes qui devaient amener l'eau potable, vous imaginez, c'est pas évident. Et donc aujourd'hui ils sont ravis parce qu'ils peuvent utiliser les réseaux classiques. Donc préserver cette eau potable, c'est évidemment essentiel, à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. J'en termine, puisque je pense que j'ai explosé mon temps, avec la dernière chose que je voulais vous partager, c'est bien sûr l'enjeu de l'alimentation, puisque là j'ai beaucoup parlé d'environnement, mais dans la résilience et la robustesse de notre société, il y a aussi comment est-ce qu'on soigne notre capacité à nous nourrir pour assurer une forme de souveraineté alimentaire importante chez nous. Si ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai participé à l'émission Le Tournant dont je parlais cette semaine, et donc elle passe ce week-end, elle est déjà en ligne je pense, en débat avec David Clarinval sur les enjeux agriculture et alimentation. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que les crises successives, elles ont aussi montré finalement à la fois notre capacité à nous organiser en tant que société, même pendant le Covid, même pendant le confinement, on a quand même eu la chance de tous pouvoir accéder à l'alimentation. Mais on a vu aussi, notamment avec la guerre en Ukraine, à quel point on est dépendant de l'international. L'Ukraine et la Russie, ce sont les greniers à blé de l'Europe. Et à quel point, aujourd'hui, l'arrivée de ces céréales, notamment sur le marché européen, vient déstabiliser totalement nos marchés agricoles, avec nos agriculteurs qui sont un peu inquiets par rapport à tout cela. Et je cite souvent deux chiffres qui, je trouve, sont assez parlants. C'est qu'aujourd'hui, on a 5 pommes de terre sur 6 qu'on produit en Wallonie, en Belgique, qui sont exportées. 5 sur 6, donc on en mange une sur les 6. Et à l'inverse, on importe 2 sacs de farine sur 3 pour nous nourrir, pour faire du pain, des pâtes, etc. Donc voilà, c'est juste 2 chiffres. Si on prend la viande porcine, je crois qu'on est à 600% d'autoproduction. Pour la viande bovine, 140%. Mais on veut quand même signer des accords de Mercosur, vous voyez, où on va importer de la viande bovine. Donc il y a à un moment donné des déséquilibres entre ce qu'on produit chez nous et ce qu'on peut, au contraire, aller importer ou exporter à l'étranger. Et donc, je suis persuadée qu'on doit rééquilibrer ces éléments-là et renforcer notre souveraineté alimentaire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? On a d'abord initié une étude avec Philippe Barret de l'UCL, que vous connaissez peut-être, le groupe Citra, pour identifier quelles étaient les filières à potentiel de développement dans notre région, sur base des constats que je vous ai partagés, et ils en ont bien d'autres dans son centre de recherche. Et ils ont identifié 4 filières à potentiel de développement, qui sont les fruits, les légumes, les céréales et les protéines. Alors vous allez me dire, les céréales, comment ça se fait? Parce qu'on voit des céréales partout dans nos champs. Mais aujourd'hui, les céréales qui sont dans nos champs, c'est majoritairement, à peu près 50% des agrocarburants, donc pour faire rouler les voitures. Et le reste, c'est un peu de l'alimentation humaine, mais c'est surtout de l'alimentation animale. Donc bien sûr, il faut nourrir notre bétail aussi, idéalement sans importer du soja de l'étranger. Mais c'est quand même interpellant de se dire que la part de l'alimentation humaine végétale, elle est quand même très très réduite. Et donc on veut développer cette filière de céréales à destination humaine, notamment pour les filières panifiables. Donc on a fait ce travail d'identification et puis on a lancé plusieurs appels à projets et au total soutenu une centaine, donc c'est pas rien, de projets de relocalisation alimentaire, en travaillant vraiment sur l'idée de filière, donc la production, mais aussi la transformation,
la distribution, la restauration et la consommation. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, sur les questions de farine dont je parlais, eh bien, il ne suffit pas d'avoir des céréales à destination humaine qui soient produites chez nous, il faut aussi des outils de transformation. C'est un peu comme le bois tout à l'heure. Donc on a, par exemple, refinancé la recréation de moulins chez nous pour pouvoir moudre tout simplement le grain de ces céréales et produire en aval du pain. On a relancé une filière d'huile de tournesol bio, par exemple, aussi. Mais on a travaillé aussi sur d'autres maillons. Je parlais de filières de transformation ou de restauration, avec par exemple des cuisines collectives. On a un très grand projet autour de Charleroi où des producteurs se mettent ensemble dans des cuisines partagées pour produire plusieurs centaines de milliers de repas chauds par jour pour les écoles, pour les crèches, pour les hôpitaux, etc. Et donc aujourd'hui, on vise d'ici à 2030 à atteindre 50% des repas chauds, ça c'est dans le programme écolo, c'est pas celui du gouvernement, mais on y a travaillé, 50% de repas chauds d'ici à 2030 qui soient fournis en produits bio, agroécologiques et locaux. Donc bio ou agroécologiques et locaux. Donc voilà, ça c'est, je trouve, très intéressant parce que, au-delà de l'intérêt en termes de santé publique et d'environnement, on n'est pas dans une idée de niveler par le bas les normes environnementales pour l'agriculture, mais au-delà de ça, on permet d'offrir une demande à nos agriculteurs, à nos producteurs, qui soit beaucoup plus stable et qui permettent d'avoir des quantités importantes puisqu'on va toucher toutes les cuisines de collectivités, donc les écoles, les hôpitaux, les entreprises, les homes, etc., etc. Juste quelques exemples, par exemple en Brabant Wallon, de ces projets de financement. On a soutenu la ferme Walcoop à Genappe. On a un projet avec le GAL Culturalité ici en SB. On a le projet Land Farm and Men à Perouet, qui vise aussi à transformer des céréales et des légumineuses locales et bio. On a le projet Transformae à Perouet qui vise aussi la mise en place de filières de céréales et de protéines végétales. Un projet à Incourt, c'est tout bon, vous connaissez peut-être. Construction d'un hangar avec chambre froide pour la conservation, le tri et la commercialisation des fruits et légumes bio. Le projet Sur le champ. Ça, c'est tout un projet global pour le Brabant Wallon qui est très, très chouette, avec une laverie de légumes, etc. Un centre de distribution logistique à Genappe, etc., etc. Donc voilà, des projets très concrets, une centaine, je le disais, à l'échelle de la région wallonne. Voilà, donc en conclusion, parce que je pourrais en parler encore longtemps, comme vous le voyez, la robustesse, c'est un concept intéressant. On a des enjeux qui sont colossaux devant nous, on ne va pas se le cacher, les enjeux climatiques, les enjeux de biodiversité, les enjeux de préservation de nos ressources naturelles. Mais on a aussi une alliée de choix pour travailler sur ces défis, et c'est la nature. Alors ça ne veut pas dire que la technologie ne peut pas être un outil, mais la technologie ne peut pas tout, et surtout, comme je le disais, la nature, c'est 4,5 milliards d'années de recherche et développement. Donc, utilisons ces ressources, utilisons cette connaissance, parce que la nature, elle s'est toujours adaptée aussi, et donc on peut en faire notre meilleur allié avec des solutions très concrètes qu'on travaille à mettre en place depuis 5 ans maintenant. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Céline pour votre exposé et aussi votre engagement au quotidien au service de l'environnement. Vous nous avez bien fait comprendre combien vous étiez mobilisés dans ce combat pour que en fait, l'environnement ne soit pas une variable d'ajustement, comme on le voit parfois, notamment dans le détricotage du Green Deal actuel. Et donc, ce n'est pas une question de dogmatisme écologique, c'est une question d'intelligence, puisque vous nous avez bien fait comprendre que le coût de l'inaction est bien supérieur au coût de l'action et que réparer coûte toujours beaucoup plus cher que prévenir. C'est vrai aussi dans le domaine de la santé. Beaucoup d'entre vous qui êtes très engagés dans les différentes communes qui sont représentées ici comme citoyens ou dans des associations, vous avez certainement des questions que vous avez envie de poser. Et donc, on va vous donner la parole. Et je vais prendre 3 questions à la fois. Je vous demanderai d'essayer d'être bref et précis dans vos questions. Et puis, nous demanderons à Céline de vous répondre dans la mesure de ses possibilités. Alors, donc, lien ruralité d'abord.
Donc je suis aussi en charge de la ruralité. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai pris mes fonctions, la vision de la ruralité des députés, par exemple, c'était les PCDR, donc les plans communaux de développement rural. Mais uniquement les PCDR. Et moi, j'ai trouvé que c'était un peu étriqué comme vision. Parce que je me suis dit, mais oui, les PCDR, c'est, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les PCDR, c'est Programmes communaux de développement rural. Ce sont des programmes participatifs, donc c'est très intéressant parce que c'est souvent des dynamiques citoyennes qui vont nourrir les réflexions des projets. Et puis les communes donc proposent, parfois c'est même plusieurs communes ensemble, des projets qui vont s'étaler généralement sur une dizaine d'années, mais qui peuvent être des maisons de village, des réaménagements de places, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au début, donc, c'était vraiment la vision. Et donc, on a commencé d'ailleurs par les PCDR, qui sont donc un outil, en fait, de ruralité, mais qui est un peu tout azimut, cet outil. Donc, on a commencé par améliorer la gestion budgétaire, parce qu'il y avait des gros soucis sur ce qu'on appelle l'encours budgétaire des PCDR. Mais on a aussi élargi un petit peu le scope des projets qui pouvaient être financés pour sortir d'une vision qui était quand même souvent, pas dans toutes les communes, mais souvent, on fait une maison de village et alors on a réglé tous les problèmes, quoi. C'était un peu ça. Et donc, je me suis dit, mais tiens, ma vision de la ruralité, c'est finalement d'abord, ça veut dire quoi la ruralité? On sait qu'on peut en parler pendant 2 heures, la définition de la ruralité par rapport à la ville, etc. Mais finalement, d'un point de vue un peu intuitif, la ruralité, avant tout, c'est quand même une présence beaucoup plus importante qu'en ville de la nature. Que ce soit à travers les zones agricoles, à travers les zones forestières, à travers nos rivières, etc. Et donc, en tout cas, moi, dans ma vision des choses, ce qui va caractériser la ruralité, c'est quand même avant tout cette présence importante de la nature. Et donc, d'une certaine manière, en travaillant sur les projets d'alimentation, les projets forestiers dont j'ai parlé, la question de la place des rivières, des cours d'eau, pour moi, c'est travailler sur la ruralité, en tout cas sur l'environnement rural. Deuxième axe, au-delà des éléments qui viennent caractériser le territoire rural, il y avait aussi finalement l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut développer un projet de prospérité pour la ruralité qui ne soit pas justement une vision de la prospérité, c'est-à-dire on fait des zones d'activité économique en plein milieu de nulle part et on va créer de l'emploi. De nouveau, je caricature et je tire le trait, mais pour qu'on se comprenne. Et donc, d'où l'idée que j'ai amenée de parcs nationaux, que j'ai trouvé très intéressante, parce que les parcs nationaux, ils allient donc du tourisme et de la protection de la nature, mais c'est un projet vraiment basé sur le terrain. C'est-à-dire que, ça dépend des pays, mais en Belgique, on l'a voulu comme ça. En France, c'est une approche, c'est à la française, beaucoup plus centralisée, top-down, etc. C'est l'État qui dit on va faire un parc national là. Nous, on n'a pas fonctionné comme ça. On a lancé un appel à projet sur un concept qui était totalement inconnu en Wallonie. Je veux dire, j'imagine que vous n'avez jamais entendu parler des parcs nationaux avant. Et même dans le milieu de la conservation de la nature, c'est un concept qui n'est pas toujours très apprécié, en tout cas qui n'était pas très apprécié, parce que j'ai travaillé 10 ans dans les fédérations d'associations environnementales, donc je connais un peu les différentes tendances des milieux naturalistes. C'est vrai que les milieux naturalistes avaient peut-être une tendance à plutôt privilégier les réserves naturelles classiques, où on va effectivement, où on va un peu plus mettre sous cloche la nature. Les parcs nationaux, c'est l'idée d'avoir un cœur de parc, effectivement, sous forme de réserve naturelle, mais des zones un peu concentriques qui vont permettre, je schématise aussi, de valoriser tout un territoire autour de la préservation de la nature, avec des effets de porte, où on va rassembler finalement la présence humaine touristique autour de ces portes. Donc on va permettre d'éviter que tout le monde se diffuse dans ces parcs nationaux partout, mais on va aussi créer une animation de l'ORECA, du tourisme, de la sensibilisation à l'environnement autour de ça. Je vous invite à aller visiter le parc national de Haute-Campine en Belgique, le seul qui existait jusqu'ici. Maintenant il y en a 2 de plus en Wallonie, et il y a un projet d'en créer 4 nouveaux en Flandre aussi. Et on voit vraiment cet effet de porte qui permet en fait d'éviter la dégradation des espaces naturels à l'intérieur du parc, mais qui permet aussi de faire fructifier toute une prospérité. Et moi, c'est ça que j'aimais bien dans ce concept, c'est que on n'était pas en train de se dire que l'environnement était une nouvelle contrainte
Parfois, les réserves naturelles, malheureusement, sont vues comme ça par certains acteurs ruraux. Mais au contraire, on s'appuie sur la nature pour créer une nouvelle prospérité. Et effectivement, en Haute-Campine, ils ont réussi sur une durée de 10 ans à créer 5000 emplois, directs et indirects, en lien avec le parc national, donc c'est loin d'être négligeable. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce projet chez nous, c'est qu'on avait l'ambition de créer 5000 hectares en tout avec les 2 parcs nationaux qu'on a choisis. Et au final, en fait, si on somme les hectares des 2 parcs, on est à 50 000 hectares. Donc en fait, les acteurs du territoire eux-mêmes, les acteurs locaux de l'Entre-Sambre-et-Meuse et de la Semois, ont été beaucoup plus loin en termes de projet que ce qu'on avait, nous, mis comme cadre minimum. Ce qui est super chouette, en fait, en termes de changement culturel, parce que ça veut dire que tous les partis de toutes les couleurs politiques différentes, d'ailleurs, ont proposé, avec des associations, avec des naturalistes, avec des chasseurs, donc autant vous dire qu'il y avait du débat, des agriculteurs, aussi il y avait du débat, des services du tourisme, un projet de territoire commun, basé sur la valorisation des pépites naturelles de notre région. Et donc moi je suis allée voir le parc national de Haute-Campine, qui est très très chouette, et quand je suis sortie de là, mon conseiller m'a dit, parce qu'on était en train de créer le projet, m'a dit « Mais la Wallonie c'est encore beaucoup plus beau, donc on va faire encore mieux ». Et je crois vraiment que la Wallonie n'a pas encore compris, les Wallons n'ont pas encore compris que nous avions un patrimoine naturel formidable, formidable. Il suffit de regarder les paysages qu'on a un peu partout chez nous, et qu'en fait on pouvait vraiment concilier la préservation de la nature et le développement économique. Je reviens sur la question de ruralité. Donc les milieux à protéger, des projets de prospérité, et le dernier axe ruralité, je dirais, c'est les êtres humains qui sont dans ces zones rurales. Et donc on a soutenu un très chouette projet, notamment en plus des PCDR, qui s'appelle les tiers-lieux ruraux. Et donc on a lancé un appel à projet là-dessus de création de tiers-lieux qui ont été portés à la fois par des ASBL mais aussi par des communes, etc. Donc au total on a choisi 23 projets sur la centaine qui nous est reçue. Ces tiers-lieux ruraux, c'est encore un terme un peu barbare et un terme d'écolo que les gens ne comprennent pas toujours. Ça veut dire quoi les tiers-lieux? Ce sont des lieux qui ne sont ni la maison, ni le travail, mais qui sont des lieux qui peuvent rassembler différents types de services. Un coworking, un guichet de gare, une maison médicale, un lieu où on va se former, un centre culturel, etc. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en zone rurale, on n'a pas la capacité toujours d'avoir tous les services. On a des guichets bancaires qui se ferment, on a des services publics qui se ferment ou des services privés qui se ferment parce qu'on n'a pas toujours les seuils de rentabilité importants en termes de quantité de personnes qui accèdent à ces services. Et donc ces tiers-lieux, ça permet d'intégrer cette réalité de la zone rurale, mais néanmoins d'assurer qu'on reste dans des ruralités vivantes et pas des cités-dortoirs comme évidemment on ne le souhaite pas. Voilà pour la ruralité. Je vais être plus courte pour les restes parce que sinon ça va être trop long. Donc, Denis, grille d'analyse robustesse. Alors, on n'a pas traduit encore formellement le terme robustesse en critère. Par contre, quand on a, en 2021, j'ai voulu qu'on organise un congrès sur la résilience, qui est un terme assez proche de la robustesse ayant l'avantage d'être peut-être plus accessible à un public plus large, parce que le mot robuste, voilà, on voit ce que ça veut dire, quoi. C'est quelqu'un qui est capable de résister aussi, l'image du roseau est intéressante, aux difficultés. Et donc, vous pouvez aller voir les résultats de ce congrès. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce congrès? On a demandé à tous les scientifiques de la région wallonne, de tous les services de l'administration, avec des scientifiques académiques, avec des personnes de la société civile, de faire d'abord un diagnostic des vulnérabilités de notre région et on appelle ça des capacités, c'est moche, mais ça veut dire en gros nos forces pour faire face à nos difficultés, face aux risques environnementaux et climatiques, en ce compris les zoonoses et tous ces trucs-là, pas juste le climat, en ce compris les feux de forêt par exemple. Et donc, vous pouvez aller voir ça sur Internet. On a tous les actes de ce congrès qui s'est étalé sur plusieurs mois, en fait, durant ce travail. Et ça permet vraiment de se dire, OK, si on regarde la réalité en face, aujourd'hui,
quelles sont les forces et les faiblesses de notre région par rapport à ces risques et sur quoi est-ce qu'on doit travailler pour améliorer les choses. Et sur base de ce travail-là, on a rédigé une stratégie de développement durable, troisième du nom, mais vraiment axée sur ces enjeux de résilience, où on n'a pas refait un énième plan avec, de nouveau, on parle de déchets, on parle de l'alimentation, on parle de ceci. On a travaillé sur les interstices, c'est-à-dire ce qu'il manque aujourd'hui dans notre gouvernance, dans notre façon de mesurer le développement de la Wallonie, dans nos outils de suivi, dans nos indicateurs aussi, pour mettre ensemble tous ces enjeux ensemble, parce qu'il y a beaucoup de plans un peu en tout genre, et on a voulu vraiment travailler sur un autre format. Donc tu trouveras, à mon avis, ton bonheur là-dedans. Dernière chose sur les haies. Donc, on en a mis partout. C'était vous. C'est-à-dire que là aussi, projet très parti du terrain. Enfin, je dis ça. Non, c'était un projet politique dans l'accord de gouvernement dès le début. Mais moi, j'ai vraiment voulu qu'on ait une approche très pragmatique, c'est-à-dire d'abord se poser la question de pourquoi il n'y a pas beaucoup de haies aujourd'hui. Ou il n'y en a plus. Effectivement, parce qu'on a donné des primes pour arracher les haies par le passé. Et donc, ce qu'on a commencé à faire dans un premier temps, c'est on a mis autour de la table, dans un groupe de travail, tous les acteurs importants autour des haies, c'est-à-dire les pépiniéristes, les agriculteurs, ceux qui représentent les propriétaires privés, fonciers, les propriétaires qui ont un foncier important, on va le dire comme ça, l'administration, le DNF, etc., les naturalistes, etc. Et toutes ces personnes ont travaillé à un plan d'action qui s'appelle le programme opérationnel ESG Plant, vous pouvez aussi le trouver en ligne, et ont identifié toute une série d'actions pour pouvoir finalement avoir du succès dans notre proposition. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens « Oui, on va planter 4000 km de haies pour que ça marche ». Pourquoi ? Parce que dans les difficultés qu'on avait recensées, il y avait le fait qu'il n'y a pas de plan, en fait. Il n'y a pas de plan de haies en Wallonie. Enfin, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'on allait largement importer ces plans de l'étranger, notamment d'Allemagne, etc., pour les haies que vous plantiez peut-être jusqu'ici chez vous. Et donc, une des choses qu'on a faites, c'est passer commande de 1 200 000 plants aux pépiniéristes wallons. On crée de l'emploi en faisant ça. Hein. Ils étaient super contents parce que pour le moment, les pépiniéristes, ils sont encouragés à faire quoi ? À faire du sapin de Noël, qui est très mauvais au niveau environnemental. Et donc aujourd'hui, on a réussi avec ce projet, parce que le projet, on le voit beaucoup plus large que 2024, à créer vraiment une filière des haies wallonnes. Donc ça, c'est très très positif. En plus, il y a plein de haies différentes. Voilà, ça c'est un exemple de frein qu'on a voulu lever. Un autre exemple, c'est la question de l'entretien des haies, parce que les agriculteurs nous disaient, nous, c'est pas tellement les planter qui est difficile, c'est les entretenir, parce que ça demande du temps, ça demande des outils spécialisés, etc. Et donc, on a soutenu une dizaine de structures qui, enfin je dis 10, mais je ne sais plus tout à fait combien il y en avait, qui sont en charge de prendre en charge pour les agriculteurs qui le souhaitent, ou les grands propriétaires qui le souhaitent, l'entretien, de façon mutualisée. Donc ils ont des outils, ils ont des formations adaptées, et ils vont faire l'entretien en même temps, et alors ils se rémunèrent sur la taille des haies, la vente de la taille, etc. Sur l'aval de la filière, par exemple, on valorise en énergie, en biomasse, ou en litière pour le bétail. Donc en fait, c'est un projet qui est génial, que j'adore, parce qu'on travaille du semis jusqu'à la taille de la haie, et sur le semis, on peut aussi même associer les citoyens. Par exemple, on a fait un projet, on a fait plein de jeux de mots sur les haies. On a fait un projet qui s'appelle Écureuil. Ouais. Vous avez peut-être entendu parler à l'époque. On a lancé un appel aux citoyens parce qu'en fait, on voulait relancer une filière de noisettes, noix-noisettes chez nous. Et en fait, on n'avait pas assez de plants. Et donc, on a demandé aux gens d'aller ramasser des noisettes sauvages. Vous allez me dire, mais quel est le ministre qui ose dire « Allez les gars, on va ramasser les noisettes », quoi, de façon vraiment large. Et en fait, on l'a fait. On se dit, ça ne va pas vraiment prendre. On en a eu, mais je ne sais plus combien de centaines de kilos de noisettes on a eu. Moi, j'avais au cabinet des paquets qui arrivaient d'enfants qui avaient fait un ramassage avec leur institutrice. Ils avaient été ramasser des noisettes, ils nous faisaient des dessins avec des écureuils. C'était génial, quoi. Mais ces noisettes, je veux dire, elles ont été mises en terre par les services du DNF.
hein, des petits godets, nanana. Et aujourd'hui, c'est des plants de haies, de noisetiers, qui seront demain distribués à la semaine de l'arbre ou à d'autres projets. Donc c'est génial parce que c'est un projet, moi j'adore, parce qu'à la fois il est hyper utile sur l'adaptation au changement climatique et tous les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, mais il est aussi, et c'est ça que j'essaye d'avoir dans les projets que j'ai menés, extrêmement mobilisateur. Et je crois qu'aujourd'hui, face à l'extrême droite qui veut se relancer, même en Wallonie, avec des personnages que vous avez peut-être entendus récemment, qui est donc quelqu'un d'extrême droite, hein, qui est à la NVA, mais donc c'est quelqu'un d'extrême droite, on doit recréer des projets qui recréent du lien entre les gens. C'est vraiment super important. Donc voilà, on en a planté partout, chez les propriétaires privés, chez les propriétaires publics, dans les entreprises, dans les associations, les scouts. On a mis des plateformes qu'on appelle coplantons, où on met en balance des gens qui ont des projets de plantation, mais ils ont besoin de main-d'œuvre, et des gens qui disent « moi j'ai envie de planter, mais j'ai pas de jardin ». Voilà, plein de trucs. Mais allez sur yessuiplaine.wallonie.be, vous verrez un peu tout ce qu'on a fait. Voilà. C'était très chouette. Si on réfléchit à l'échelle des groupes humains, enfin, j'entends qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont engagés aussi, soit en politique, soit dans le secteur associatif et tout ça. On sait tous qu'un groupe humain, toujours les mêmes qui vont aux réunions, toujours les mêmes qui font les PV, toujours les mêmes qui animent, blablabla, c'est pas résilient. Les gens s'épuisent. C'est la même chose pour la nature, en fait. Et donc, je trouve que cette notion de robustesse, en fait, s'applique aussi au groupe humain. Et ça, c'est aussi l'idée des mouvements de transition qui ont beaucoup développé l'idée de se dire, comme on dit souvent, le cimetière est plein de gens indispensables, donc essayons de répartir l'engagement, l'effort sur tout le monde, et ce sera beaucoup plus robuste aussi. Spontanément, voilà ce que je vous répondrai. Et c'est une question démocratique, en fait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que ce ne soit pas que le personnel politique, d'une part, qui ait la main, et qu'on ait vraiment des projets citoyens. On a travaillé, moi je n'ai pas en charge le climat, mais Philippe Henry a travaillé sur des panels citoyens climat, et on voit en fait que les gens sont plus ambitieux en matière climatique, ils sont prêts à aller plus loin que ce que les politiques imaginent souvent. Et donc c'est intéressant aussi de se dire qu'on peut faire un pari aussi au niveau sociétal, de se dire que finalement, quand on met les gens ensemble, comme vous le dites, dans une intelligence collective, et qu'on leur dit voilà le problème, qu'est-ce qu'on fait en fait pour régler ça? Évidemment, il y avait des éclairages scientifiques pour aider à comprendre les enjeux, et voilà. Mais ça donne en fait des résultats qui sont encourageants. Et donc c'est vrai que moi, dans mes projets, j'ai beaucoup misé là-dessus, parce que je suis persuadée qu'il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que là, depuis quelques mois, on sent qu'au niveau politique, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que le système politique n'est pas un système qui est basé sur la robustesse. Hein. Il est basé sur la performance et la concurrence. Et donc, ça voilà. Le court terme, en tout cas, ça c'est une difficulté quand on s'occupe d'environnement, c'est que on vise des projets qui forcément sont sur du long terme et on adresse des enjeux de long terme. Et quand on est en politique, on doit en même temps réussir à faire ses preuves en l'espace de 5 ans. Et c'est difficile quand on s'occupe d'enjeux importants. Allez, je prends un autre exemple. Le ministre Gilles Quinet se fait attaquer sur la SNCB. Mais aujourd'hui, en fait, il paye le prix de désinvestissement des précédentes législatures. Mais il y a un effet retard, vous voyez, dans le truc. Et en fait, c'est très difficile, du coup, politiquement, pour des acteurs comme ça, qui doivent, finalement, moi, c'est moins cette difficulté-là, mais voilà. Donc, je crois qu'il nous faut aussi des outils de gouvernance qui pensent sur le long terme. C'est pour ça que, par exemple, je reviens sur les parcs nationaux, ils ont des projets orientation 2030 et 2050. Ils ont développé une vision 2050 et des programmes opérationnels 2030 pour à chaque fois être dans cette articulation avec le long terme. Un autre exemple où on a eu à gérer cette question du temps, c'était très intéressant d'ailleurs, c'est la question de la reconstruction des berges suite aux inondations dans la vallée de la Vesdre. Pourquoi ? Parce qu'on avait
voilà, des zones sinistrées, des gens qui disaient moi j'ai envie de retrouver ma maison, de reconstruire, de retrouver des commerces, de reprendre une vie normale. Et puis psychologiquement, il fallait quand même assurer ça, cette sécurité psychologique aux gens. Et en même temps, il n'était pas question de reconstruire à l'identique. Moi, je me souviens très bien du gouvernement juste après où je ne cite pas de nom et c'est pas le plus important, mais les collègues étaient ok, donc il faut reconstruire. Et moi j'ai dit surtout pas en fait. Il faut d'abord prendre le temps de se dire comment est-ce qu'on va reconstruire pour non pas reconstruire à l'identique, mais diminuer le risque d'inondation. C'est ça qu'on veut faire. Et donc on a dû jouer sur des phases, un travail de phasage en se disant on va d'abord sécuriser de façon urgente la situation, reconstruire là où c'était nécessaire pour sécuriser, mais aussi préparer le long terme, avec des travaux qui, on le sait, vont s'étaler encore sur plusieurs années, mais avec, on a appelé ça des travaux sans regret, en se disant, on construit des travaux dont on sait aujourd'hui qu'ils sont pertinents pour réduire le risque d'inondation et qui ne vont pas nous empêcher demain de faire des aménagements pertinents. Mais en termes de gouvernance publique, c'est aussi des équations qui ne sont pas simples en fait. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire on reconstruit vite et puis... Mais en fait en faisant ça on risque de faire pire que mieux, quoi. Et voilà, et donc je crois que dans la crise agricole, il y a quand même quelque chose de cette tension entre ce modèle de performance à tout crin, c'est-à-dire aussi d'épuisement des agriculteurs dans le fait qu'on les pousse à toujours produire plus, mais sans jouer sur les prix, c'est-à-dire que le prix à l'unité est trop bas. Enfin, je veux dire, la crise du lait à l'époque, c'était déjà ça le problème. Et donc, ces phénomènes d'épuisement des sols, mais aussi des personnes, il est aussi, malgré tout, il se retrouve aussi dans cette crise agricole avec cette espèce d'ultra-performance, d'ultra-mécanisation, etc., qui s'est faite et qui a eu plein d'avantages. Donc on a gagné en performance, en productivité agricole de façon gigantesque depuis l'après-guerre. Ça, c'est sûr. La question, c'est comment est-ce qu'on trouve un équilibre. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs sur mon mandat. Et j'ai été étonnée parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, notamment des éleveurs, qui m'ont dit, en fait, moi, j'ai fait le choix de diminuer mon cheptel parce que, en termes de charge de travail, je produisais plus, mais en fait, j'arrivais plus à l'équilibre, vous voyez, de la charge de travail par rapport à ce que ça me demandait en temps, en énergie, etc., à mes coûts, et le prix finalement que j'en retenais et l'équilibre global que ça me donnait. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui peut être rééquilibré, mais sur ce que vous évoquez au niveau des filières, c'est tout à fait vrai, et le chanvre aussi, on était évidemment très déçus de voir que ça n'avait pas perduré, peut-être que ça va se relancer. Mais oui, je crois qu'une partie... Enfin, je ne suis donc évidemment pas spécialiste d'agriculture, mais je crois qu'une partie de votre travail, c'est de gérer le risque, justement. Le risque météorologique, le risque des ravageurs, etc. Et on peut utiliser des solutions. Vous avez cité le mélange variétal, les couverts végétaux. Enfin, on a beaucoup travaillé aussi sur, je disais, la question de la qualité des sols, etc. Comment est-ce que ça influence la qualité des sols, qui vont permettre finalement de réduire le risque pour l'agriculteur d'être soumis à des phénomènes de ravageurs et des phénomènes extrêmes de sécheresse, etc., quoi. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un chemin qui est intéressant à explorer aussi au niveau des agriculteurs. Et alors oui, j'ai oublié de le dire parce que ce n'était pas une soirée agricole, mais avec plaisir pour en parler. On a mis en place, je ne sais pas si vous êtes au courant, des groupements d'agriculteurs en agroécologie. Parce que les agriculteurs, enfin je dézoome un peu, mais souvent les agriculteurs ils sont très isolés en fait dans leur exploitation, et donc on a voulu mettre en place ces groupements qui accompagnent pendant 3 ans des agriculteurs. Donc il y a une petite vingtaine de groupements et ça touche au total 400 agriculteurs en Wallonie, et ils sont invités avec des experts de l'agroécologie, mais surtout une dynamique d'expérimentation. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que ce n'est pas juste la théorie et les livres qui disent voilà ce qu'il faut faire, ou les cours d'agronomie qu'on a eus qui disent ce qu'il faut faire, mais ils sont invités à expérimenter sur leur exploitation ou dans des zones test des techniques agroécologiques qui permettent de tester de façon sécurisée
ces techniques agroécologiques avec des conseillers qui soient indépendants, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup malheureusement de vendeurs et de lobbyistes qui s'adressent au monde agricole, et donc d'avoir des conseillers vraiment indépendants qui peuvent les aider aussi dans l'espace de 3 ans. Donc moi je crois beaucoup à ça aussi pour le monde agricole, c'est cette possibilité de tester des choses et d'expérimenter, quoi. Oui, voilà, mais ça c'est donc un débat en soi. Effectivement, les NGT, les nouveaux OGM, nouvelles techniques génomiques, comme on dit. Voilà, nous, on n'est pas favorable parce que ça peut vraiment créer des problèmes aussi de transfert dans des cultures non utilisatrices. Il y a des problèmes de traçabilité, il n'y a pas encore suffisamment de garanties. D'ailleurs, le règlement a été bloqué pour ces questions-là aujourd'hui. Et sur la question du glyphosate, vous savez que c'est interdit pour les particuliers aujourd'hui, mais voilà, moi, ma conviction, c'est qu'en fait, il faut qu'on trace un chemin. On ne sait pas se passer du glyphosate du jour au lendemain quand on est en agriculture conventionnelle. C'est évident. Je veux dire, celui qui dit l'inverse, ça n'a aucun sens. Mais on a des expériences. D'une part, bon, ceux qui vont au bio, ça c'est évidemment intéressant de regarder comment ils ont fait. Il y a ce chemin d'agroécologie, qui est un chemin intermédiaire qui permet déjà de travailler sur des choses, mais je pense surtout qu'au niveau politique, il faut on parlait de long terme, court terme, il faut qu'on ait une vision partagée en se disant, ok, aujourd'hui on peut peut-être pas s'en passer, mais comment est-ce qu'on fait pour, à terme, être en capacité à réduire fortement les quantités et à s'en passer idéalement. Mais je sais que c'est pas facile. Et voilà, et donc... Alors, avant de passer au bar, je voudrais remercier d'abord Céline, je l'ai déjà fait, mais pour son enthousiasme. C'est un enthousiasme communicatif. Et je pense que c'est surtout de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Voilà. Je voudrais remercier aussi Daphné et l'école de clowns qui nous accueillent aujourd'hui dans ce lieu qui a du sens pour nous, Grésiens, l'école de clowns. Je voudrais remercier notre bourgmestre qui est présent et qui manifeste ainsi son soutien dans le cadre de notre majorité à Grédoisseau. Je voudrais remercier surtout toute l'équipe logistique et de communication sans laquelle cette soirée n'aurait pu avoir lieu. On a besoin, la robustesse du vivant, elle passe aussi par tout ce travail de l'ombre. Et donc, si le micro, il fonctionne, si le projecteur, il fonctionne, si le frigo est rempli, si les affiches se sont collées, c'est parce qu'il y a eu des humains qui ont travaillé. Et voilà, je voudrais les remercier chaleureusement. Maintenant, la place au bar et au verre. Voilà.